C'est pour vrai. Donc, un vrai bonjour. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Ève No, je suis astrophysicienne et j'ai aussi la chance de travailler pour le programme À la découverte de l'univers. Donc, je travaille aussi à l'Université de Montréal pour l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, vous m'avez peut-être déjà vu dans ce contexte-là. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de présenter, dans le cadre du travail que je fais avec Julie Bolduc-Duval pour le programme À la découverte de l'univers. Donc, Julie est avec moi aujourd'hui et elle va présenter des petites portions là, du webinaire. Moi, c'est la première fois que je présente un webinaire qui s'adresse exclusivement aux éducateurs et aux curieux et curieuses. Donc, aujourd'hui, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Je vais partager mon écran, mais je voulais prendre le temps quand même de vous dire un petit coucou sans partager mon espace avec ma présentation. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez nous écrire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes enseignant, enseignante, dans quelle ville vous êtes, à quel niveau vous enseignez. Et puis même si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là et ce qui vous intéresse. C'est sûr que notre présentation aujourd'hui, c'est beaucoup pour les éducateurs du Canada. Hein. C'est pour ça que le programme À la découverte de l'univers a été créé, mais on est ravis si on peut satisfaire la curiosité de plein de gens. Donc, peut-être que vous avez le goût de prendre des notes aujourd'hui, il n'y a pas de problème, vous pouvez en prendre, mais je voulais juste vous souligner que vous pouvez accéder à la présentation grâce à ce petit URL court-là, donc bit.ly/AstroEXTDU 2022. Bon, c'est un petit peu compliqué, là, mais je pense que Julie, on va pouvoir le redonner par courriel, puis ça va aussi s'afficher à la fin. Donc, à plein de moments dans ma présentation, il y a des URL, mais vous n'avez pas besoin de noter tout ça. Je vous encourage aussi à ne pas commencer à les ouvrir parce que ça pourrait être distrayant pour votre écoute, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux juste dire, c'est que vous allez les avoir, les URL, dans la présentation. C'est une présentation Google Slide, donc vous allez être capable d'y accéder. Donc, aujourd'hui, on est réunis ensemble pour parler un petit peu de comment enseigner l'astronomie en plein air. Donc, dans les dernières années, hein, on a vu de plus en plus de gens sortir leur classe à l'extérieur. Et puis, nous, c'est quelque chose auquel on croit énormément au programme À la découverte de l'univers. Puis, on avait le goût de vous partager les trucs qu'on a développés au fil du temps. Puis aussi, on est rendu avec une belle banque d'activités. Donc, on avait envie d'en parler aujourd'hui pour que très rapidement, même dès demain, dès la semaine prochaine, vous puissiez exploiter ce matériel-là dans vos classes. Donc, il y a une partie du matériel qui est encore en développement, mais pour la plus grande partie, là, vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec ce matériel-là. Donc, je le disais, hein, je m'appelle Marie-Ève No, je suis astrophysicienne et puis je suis avec ma collègue Julie Bolduc. Julie et moi, là, on est des collègues, mais on est aussi des grandes amies dans la vie. On adore ça, travailler ensemble. Donc là, c'est comme juste une autre belle occasion de travailler ensemble. Je vais juste laisser la parole à Julie si tu veux dire un petit mot, te présenter. Tout d'un coup, il y en a qui ne te connaissent pas. Oui, bien, bonjour tout le monde. Hein. Peut-être que vous me connaissez déjà parce que vous participez aux activités de la découverte de l'univers. Vous m'avez déjà vu. Mais là, je vais surtout être caché en arrière-plan à faire la partie technique. Puis, je viens de mettre des choses dans le chat, dans la discussion. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le lien que Marie-Ève a donné pour accéder à la présentation, j'ai déjà mis. Puis, je veux juste aussi mentionner, vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat, mais on va avoir vraiment une période de discussion à la fin. Et c'est pour ça qu'on est en format rencontre. Ceux qui sont des habitués, absolument, on est en format webinaire où vous n'avez pas nécessairement accès au micro et tout ça. Mais là, on va y revenir à la fin pour avoir une belle discussion avec vous. Alors, à toi, Marie-Ève. Oui, super. Merci beaucoup, Julie. Donc, je parlais brièvement du programme À la découverte de l'univers. S'il y en a qui ne le connaissent pas, je vous invite à visiter le site web. Là, probablement que vous le connaissez au moins assez pour vous être inscrit. Mais oui, allez fouiller le site web. Il y a plusieurs belles ressources. On va en présenter d'ailleurs aujourd'hui. Suivez-nous sur les médias sociaux aussi. Il y a Lindsay et Julie font un super travail de vulgarisation. C'est vraiment, là, si vous avez juste un compte à suivre en astronomie, je vous invite à suivre le compte d'À la découverte de l'univers, autant sur Twitter que sur Facebook. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre sur le site de la découverte de l'univers. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous pourrez faire ça à la fin.
Donc, aujourd'hui, on va séparer la présentation en 3 parties. La partie du milieu, ça va être vraiment la plus longue, mais on va commencer en vous parlant un petit peu de la motivation. Pourquoi ça vaut la peine de sortir à l'extérieur pour enseigner l'astronomie? Si vous êtes là, peut-être que vous n'avez pas besoin d'être convaincu, mais peut-être que vous avez d'autres personnes à convaincre dans votre entourage, donc on va vous donner quelques outils pour ça. Ensuite, on va vraiment présenter des exemples d'activités, donc plusieurs activités qui peuvent être faites à l'extérieur. Et à la fin, on va vous inviter à faire une petite réflexion de votre expérience à l'extérieur, des succès, des défis, des questions. C'est peut-être une partie que vous allez faire plus par vous-même à la maison, mais on va lancer des petites questions à la fin. Puis à la fin, après avoir complété l'enregistrement, on pourra avoir cette discussion-là de vive voix pour ceux qui sont présents et qui veulent discuter avec nous. Donc, pourquoi enseigner les sciences à l'extérieur? Bien là, j'amène le joli portrait de mon collègue Jean-Philippe Ayotte-Baudet, qui est professeur à la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Et on a déjà fait cette présentation-là, enseigner l'astronomie à l'extérieur, avec Jean-Philippe déjà 2 fois. Donc, la dernière fois, c'était dans le cadre du congrès de l'AQEP, donc l'Association québécoise des enseignants du primaire. On a eu le bonheur de faire cette présentation-là en personne en décembre et Jean-Philippe était là avec nous. Là, malheureusement, aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous, mais je vais essayer de partager le volet là, pourquoi enseigner les sciences à l'extérieur. Jean-Philippe, il y a plusieurs ressources. Donc, lui, son sujet de recherche, c'est vraiment la pédagogie à l'extérieur. Il s'y intéresse à tous les niveaux, donc au primaire, au secondaire et même à l'université. Si vous voulez avoir plus de ressources là-dessus, il a un site web qui s'appelle sciencedehors.com et aussi un groupe Facebook qui est très intéressant où des gens partagent leur expérience de sciences à l'extérieur. Quand on avait préparé cette présentation-là avec Jean-Philippe, on en avait longuement discuté de qu'est-ce que c'était nos motivations pour aller à l'extérieur pour faire de l'astronomie. Jean-Philippe avait complété ça avec les raisons qui sont bien documentées au niveau vraiment de la recherche en éducation. Donc, et on avait identifié certains points. Donc, c'est une excellente stratégie pour comprendre les phénomènes exactement là où ils se produisent. Donc, on va en parler un peu plus tard, mais par exemple, il n'y a rien de mieux qu'avoir le vrai soleil pour comprendre le phénomène des ombres, des éclipses, par exemple. Comprendre les outils techniques là où on peut les utiliser. Donc, des outils techniques, là, ça peut être aussi simple qu'une paire de lunettes pour les éclipses. Moi, j'apporte ça dans mes présentations pour les jeunes. Puis quand ils peuvent les essayer eux-mêmes, puis vraiment voir de quoi le soleil a l'air à travers les lunettes à éclipse, bien, c'est vraiment extraordinaire. Donc, puis on pourrait parler aussi des jumelles, des télescopes. Mais souvent, on sait, hein, vous êtes... possiblement, plusieurs parmi vous, vous êtes en enseignement, donc vous n'enseignez pas le soir ni la nuit à vos élèves. Donc, on va parler aussi beaucoup aujourd'hui de qu'est-ce qui peut être fait pendant le jour. Même s'il y a plusieurs désastres, évidemment, qu'on peut observer seulement la nuit, il y a plein de choses qu'on peut faire pendant le jour. Ensuite, bien évidemment, être capable de, oui, faire un modèle à l'intérieur, mais après ça, amener ça à l'extérieur pour confirmer notre modèle, faire des observations. Moi, personnellement, quelque chose que je trouve vraiment important, c'est que ça peut nous permettre de développer des vraies qualités de scientifique. Donc, se poser des questions, observer, faire des bonnes observations et expérimenter des choses par nous-mêmes. Jean-Philippe nous amenait le point que c'est vraiment bon pour varier les contextes d'apprentissage, une chose qu'on sait qui pédagogiquement est vraiment gagnante, et aussi que ça va très souvent mener vers des méthodes d'enseignement qui sont actives, donc là où le jeune est engagé dans son apprentissage et où il n'est pas comme vous êtes pendant ce webinaire, malheureusement, en posture d'écoute. On le sait, hein, plus on est engagé dans notre apprentissage et mieux c'est. Donc, idéalement, j'aimerais bien un jour faire ce webinaire-là, bien, pas en webinaire et plus sur le terrain avec vous pour qu'on puisse le faire parce que ça, on le sait, c'est vraiment une stratégie qui est efficace. Si vous avez, par exemple, des directions d'école à convaincre ou peut-être des collègues qui sont un peu plus sceptiques, ou juste que vous avez le goût de vous documenter un peu plus sur la littérature scientifique là, qui va justifier l'emploi des pédagogies, de la pédagogie à l'extérieur, bien, il y a sur le site de Jean-Philippe, puis ça, c'est
le premier résultat là, quand on cherche Jean-Philippe Ayotte-Baudet sur Google, une liste d'articles scientifiques que lui a contribué à écrire. Et puis moi, j'ai bien aimé celui-là qui est en anglais, malheureusement, là, mais où est-ce qu'on on montrait que c'est une méta-analyse, en fait, que Jean-Philippe a menée sur l'école à l'extérieur, l'enseignement des sciences à l'extérieur. Donc, il a analysé, je crois, une vingtaine d'études qui avaient été faites sur le sujet. Et puis, juste pour résumer certaines choses qui étaient ressorties, c'est que ça disait qu'en fait, quand on allait à l'extérieur pour enseigner, bien, ça avait des résultats positifs autant sur les connaissances qui étaient acquises, donc la rétention d'informations à long terme, mais aussi beaucoup sur l'attitude, la motivation puis l'intérêt des jeunes dans leur apprentissage. Donc, évidemment, c'est souvent des moments où les jeunes sont super motivés, ils sont curieux, ils sont intéressés, on est capable d'aller les accrocher. Même les plus vieux au secondaire, c'est vraiment une bonne façon pour aller chercher leur intérêt puis avoir le meilleur de leur motivation pour leur apprentissage. Donc, s'assurer que ce qu'on essaie de leur enseigner, bien, ça va rester, ça va laisser une impression durable. Donc, voilà pour Jean-Philippe. Oui, je voulais juste vous dire aussi que sur le site de Jean-Philippe, mais aussi à plusieurs endroits sur le web, là, il y a moyen d'avoir un peu plus d'informations sur le où, quand, comment, les aspects plus techniques d'amener vos classes à l'extérieur, même au niveau de la gestion de classe ou la gestion de groupe, là, si vous n'êtes pas dans une école à l'extérieur. Et puis, je voulais juste souligner que sur le site de Jean-Philippe aussi, bien, il y avait ce petit document-là qui donnait là, 5 conseils pour s'y mettre là, à l'enseignement à l'extérieur. Donc, évidemment, de bien définir ses intentions pédagogiques, de savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire dehors, de se préparer à la sortie et de préparer les élèves à la sortie, de planifier des courtes activités. Puis ça, on l'a vécu, nous, en collaboration avec des enseignants, là, où est-ce que là, les enseignants ont dû se réajuster sur le terrain parce qu'effectivement, quand on est dehors, bien, l'enseignement, il prend de la place puis il s'actualise un peu dans l'esprit des jeunes, mais ça prend du temps. Donc, il faut quand même planifier des choses qui sont courtes, punchées puis réalistes dans le temps pour avoir le temps de terminer nos activités. Et puis, bien, faire un suivi entre ce qui se fait en classe, ce qui se fait dehors, puis ce qu'on peut refaire en classe. Et finalement, bien, ça a l'air un peu de base, mais se faire confiance, évidemment, c'est vraiment quelque chose d'important. Julie, je voulais juste vérifier, il y a quelqu'un qui nous dit que l'écran est noir. Est-ce que c'est le cas qu'on est... Moi, je vois très bien. J'étais justement en train d'écrire, là, juste une confirmation. Les autres, voyez-vous les diapos ou non? Moi, je vois très bien. Okay. Donc, je suis désolée pour cette personne, Lisa. Là, c'est peut-être plus de votre côté, malheureusement. OK. On va continuer, mais probablement qu'il y aura moyen de toute façon d'aller rechercher. Puis la présentation, comme on disait, va être accessible. Donc, on arrive à la deuxième portion où on va présenter vraiment des activités qu'on peut faire à l'extérieur. Ces activités-là sont tirées de 3 modules. Donc, il y a un des modules, le module Lever les yeux vers le ciel, qui est déjà en ligne sur le site de la découverte de l'univers. Le deuxième module qui s'appelle Des exoplanètes à l'école, il est en développement présentement. Vous avez peut-être même participé à ce projet-là. Je vais vous expliquer comment vous impliquer dans ce projet-là. Si vous êtes, c'est un projet qui s'adresse vraiment spécifiquement aux membres du personnel scolaire et en particulier du Québec parce que c'est subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Mais pour vous impliquer dans ce projet-là, on va dire un peu, puis il y a 2 des activités de ce module-là qui se font à l'extérieur. Un 3e module qui est en développement qui s'appelle le module Astro-Art. Et là, dans le fond, on va vous donner comme en primeur une des activités du module Astro-Art qui n'est pas en ligne encore. Et puis finalement, on va juste parler brièvement des éclipses, parce qu'on sait qu'il y a une grande éclipse qui s'en vient. On veut commencer à préparer nos élèves pour l'éclipse, puis il n'y a rien de mieux que de le faire à l'extérieur. Franchement, c'est vraiment le meilleur endroit pour préparer les élèves à l'éclipse, pour les sensibiliser. Donc, commençons sans plus tarder par le module « Lever les yeux vers le ciel ». Bonjour Muriel, je suis ravie de te voir. Muriel, qui est une spécialiste de l'enseignement en plein air, pourra peut-être donner tes ressources, Muriel, dans le clavardage. Et donc, je vais continuer avec le module « Lever les yeux vers le ciel ». Et puis, je vais appeler
Julie qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus parce que c'était vraiment Julie qui l'a développé, ce module-là. Moi, je suis sa plus grande fan, mais, mais ce n'est pas moi qui ai développé les activités. Donc, Julie, je te laisse présenter le guide. Oui, c'est bon. Hey, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois plus. C'est bizarre. Ah Est-ce que oui, moi, je te vois très bien. OK, bon. Ben, parfait. Attendez un petit peu, je vais juste essayer quelque chose, voir si. OK, bon, je vais essayer comme ça. Donc, ben oui, en fait, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter là, Lever les yeux vers le ciel. Il est disponible sur notre site web en PDF. Vous pouvez le télécharger ou activité par activité. Mais on avait aussi des versions imprimées, justement. Ça, c'est quand même un guide que j'ai rédigé il y a plusieurs années. Parce que même avant qu'on parle de pédagogie à l'extérieur ou que la pandémie nous force à le considérer, moi, je trouvais toujours que de reconnecter les jeunes à la nature, aller dehors, lever les yeux, justement, inviter les gens à lever les yeux, mais c'est un peu quelque chose qui se perdait parce qu'on a plus tendance à regarder vers le bas notre cellulaire que de lever les yeux quand on est à l'extérieur. Et je voulais des activités simples qui pouvaient s'adapter en classe ou assez faciles, disons, si on a besoin de la collaboration des parents le soir et qui n'avaient pas besoin d'instruments. Donc, aucun besoin de télescope ici ou de jumelles, c'est vraiment à l'œil. Donc, j'ai pensé à 8 activités qui s'adaptent à différents niveaux. Le module est peut-être plus écrit pour les 5 à 11 ans, donc au niveau primaire, mais honnêtement, ça s'adapte très bien plus vieux. J'en ai même utilisé de ces activités au niveau secondaire, au niveau cégep, quand j'enseignais au cégep. Alors, ça s'adapte vraiment bien, puis c'est sur différentes notions, là, justement. En fait, la Lune, le Soleil, mais le Soleil, en fait, ça finit par ramener pour les concepts qui sont en lien avec les mouvements de la Terre, hein, parce que la façon dont le Soleil paraît bouger dans le jour, ben, en fait, c'est à cause que la Terre tourne. Donc, on ramène ces concepts-là, puis les étoiles aussi. Donc, Maria, veux-tu amener à la prochaine diapositive? Merci. Donc, ça, c'est juste une vue d'ensemble des 8 activités. Donc, vous voyez l'âge, lesquels âges environ. Donc, il y en a plusieurs quand même qui sont 9 ans et plus, mais justement, comme je disais, le journal d'observation de la Lune, on va parler dans une minute. Moi, je l'ai fait au cégep quand j'enseignais au niveau collégial, donc ça peut vraiment s'adapter à différents niveaux. Vous voyez le sujet, là, le ciel général, le premier, mais ensuite la Lune, le Soleil, les étoiles. On ne vous parlera pas de tout ici, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on a sélectionnées que vous pouvez vraiment faire en classe, à l'extérieur, là, de jour, là, parce que, évidemment, c'est plus de jour que vous enseignez que de soir. Donc, oui, prochaine diapo, Marie-Ève. Ah, ben, je pense que tu voulais parler de celle-là. Oui, bien, en fait, moi, c'est comme mon activité préférée dans le module Lever les yeux. C'est une activité qui s'utilise très bien. Là, on l'écrivait dans la présentation. C'est, je dirais, celle qui s'adapte le mieux à tous les âges, là, même aux plus jeunes, mais même avec des adultes, franchement, c'est super intéressant à faire. Ça ne va pas donner les mêmes résultats. C'est très simple. Hein? Donc, ça, c'est, je dirais, là, la toute première activité que vous devriez faire avec votre groupe à l'extérieur, bien, c'est celle-là. On s'en va à l'extérieur. On amène de quoi écrire, puis une feuille, et puis on dessine ou on écrit. Donc, c'est accessible même là, aux pré-écriveurs, aux préscolaires. On dessine ou on écrit tout ce qu'on peut voir dans le ciel de jour et tout ce qu'on peut voir dans le ciel de nuit. Donc, on le fait, hein, Julie, avec les enseignantes et les enseignants qui étaient à la formation de la CEP, et ça l'a mené à plein de belles discussions. Puis le faire à l'extérieur, mais je trouve que c'est un beau bonus parce que ça fait vraiment... c'est sûr qu'on pourrait le faire à l'intérieur, là, cette activité-là, mais je pense que la portée éducative de le faire à l'extérieur, quand les jeunes peuvent faire leurs observations de jour, puis ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les oiseaux, on peut les voir. Puis après ça, bien, on peut en discuter. Hein? Qu'est-ce qui se trouve dans l'atmosphère de notre planète? Qu'est-ce qui se trouve dans l'espace? Qu'est-ce qui est proche? Qu'est-ce qui est loin? Qu'est-ce qu'on peut voir le jour? Qu'est-ce qu'on peut voir la nuit? Donc, voilà. Et puis, oui, peut-être juste dire, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de voir la présentation PowerPoint. À ce moment-là, bien, tout simplement, cliquez sur le lien que Julie vient de mettre dans le clavardage et vous allez pouvoir suivre avec nous parce que c'est une présentation Google Slide. Donc, gardez-nous dans un petit coin de votre écran puis ouvrez la présentation Google Slide. Là, on est rendu à la page 12. Donc, je repasse la parole, à moins que tu voulais dire peut-être quelque chose, Julie, par rapport à cette activité-là pour compléter. Non, mais moi aussi, je l'ai fait déjà avec des groupes de différents âges. C'est toujours intéressant de voir ce qui va ressortir. Donc, on peut le faire à l'extérieur, mais ensuite d'imaginer ce qu'on peut voir la nuit. Puis il y a toujours des belles discussions qui sortent. Moi, je dois avouer que quand je l'ai écrite, un des points là, vraiment voulus que je voulais qu'il ressorte, c'est qu'on peut voir la lune de jour. Parce que très souvent, on associe la lune à la nuit, mais la lune est vraiment visible de jour aussi. Alors, juste si à la fin, les jeunes comprennent ça, pour moi, c'était gagnant. C'était un peu le point là, que je voulais.
Voilà. Ah ben super. Donc, il y en a qui ont quitté, qui sont revenus puis qui voient la présentation. Là, je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur ça, ou ce qui se passe pour ça. Oui, donc je vous parle un peu le journal d'observation de la Lune. Donc, justement, amener nos élèves à l'extérieur. On peut le faire pour de plus longues périodes. Là, c'est vraiment sortir là, disons, pour une période justement d'une heure ou une demi-heure. Mais vous pouvez sortir aussi des fois juste pour 10 minutes, puis aller voir la Lune, justement. Donc, d'amener les jeunes à lever les yeux régulièrement, d'observer la Lune et de se rendre compte qu'elle est là de jour. Ça peut être intéressant d'avoir un journal d'observation. Donc, si vous fouillez sur Internet, vous allez voir différents types de journaux d'observation, dans le fond, pour noter nos observations sur la Lune. Moi, j'avais fait un modèle, là, mais il y a plusieurs autres modèles qui sont possibles. En gros, c'était vraiment que les jeunes observent le ciel, voient la Lune, dessinent ce qu'ils voient et prennent des notes. Donc, soit prendre des notes un peu sur qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est quoi les conditions météorologiques. Évidemment, la phase de la Lune va pouvoir être notée aussi. Est-ce que c'est un croissant? Est-ce que c'est une pleine Lune? Et à force de faire ça régulièrement, vous pouvez les inviter aussi à observer le plus souvent possible de soir, dès qu'ils peuvent, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de leur faire réaliser que la Lune peut être visible à n'importe quelle heure de la journée au cours du cycle. Et quand on l'observe souvent, bien là, il va souvent avoir des questions. Ah, mais hier, je l'ai vu à tel endroit, aujourd'hui, il n'est plus à même endroit exactement. Bon, évidemment, la forme a changé, tout dépendant du niveau de vos élèves aussi. Peut-être qu'ils sont plus petits ou plus vieux, ils vont peut-être avoir des questions différentes sur ça, mais juste de faire remarquer, déjà, je trouve que c'est très riche. Donc, d'amener les jeunes, puis même si vous sortez à l'extérieur pour une autre activité, disons que vous faites une activité pour observer les feuilles des arbres, bien, pourquoi pas, si vous voyez, prenez 5 minutes pour lever les yeux. Si vous voyez la Lune, bien, faites penser à vos élèves de remarquer justement, OK, la Lune est là. Peut-être demain, essayez de retourner puis de voir, par exemple, la Lune ou de les inviter à le faire. Mariette, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Oui, je voulais ajouter que, tu sais, dans le travail d'un astronome, le vrai travail d'un astronome, d'un scientifique, ça, c'est quelque chose qui est assez près de la réalité d'un scientifique. Donc, moi, personnellement, quand j'allais au télescope faire des observations, ben, c'est quelque chose que je remplissais, hein, on appelait ça un log d'observation, du très français mot log, donc, je sais pas, un répertoire d'observation. Puis, ça ressemblait quand même beaucoup à ça. Donc, on écrivait quelle date on était, la météo ce jour-là, où on était. Puis, évidemment, là, bon, ce n'était pas nécessairement des dessins. C'est peut-être une stratégie qui a été plus utilisée il y a quelques dizaines ou centaines d'années. C'est vrai que nous, on est plutôt rendu avec des clichés, mais on remplissait quand même un log d'observation comme ça. Donc, tu sais, quand on dit de vraiment faire de la science comme les scientifiques, bien ça, c'est une activité qui est toute simple, mais très proche de la réalité. Oui. Donc, c'est ça, en fait, d'observer, ça, c'est justement une image qu'on a pour expliquer les phases de la Lune. Sur cette image-là, la façon qu'on l'avait fait, là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a certaines phases qu'on voit devant un ciel bleu un peu, parce que dans le fond, il y a plusieurs phases qui sont visibles de jour. Alors, quand on comprend les phases de la Lune, dans le fond, on se rend compte que tout dépend. La Lune est autant du côté jour que de nuit. Là. La moitié du temps est du côté jour, la moitié du temps est du côté nuit. Mais évidemment, de jour, bon, c'est peut-être moins évident, c'est les phases les plus petites aussi. Donc, quand c'est une nouvelle lune, clairement, on ne la voit pas parce que justement, le côté éclairé est de l'autre côté. Mais quand c'est des petits croissants, ça saute moins aux yeux. Mais il y a plusieurs phases qui sont visibles de jour. Donc, de penser là, le premier croissant, premier quartier, dernier croissant, dernier quartier, là, ça sont vraiment visibles de jour à ce moment-là. Les gibeuses aussi, là, tout dépendant, là, plus tard en après-midi, par exemple. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment amener l'idée là, que les phases de la Lune, ça vaut la peine là, de prendre 5 minutes puis essayer. C'est sûr que vous pouvez regarder maintenant, en fait, sur un calendrier aussi, quand la Lune va être, les phases de la Lune. Et maintenant, il y a des outils là, vraiment intéressants aussi comme Stellarium ou des applications. Peut-être qu'on pourrait mettre je vais mettre après le lien de Stellarium Web, ou vas-y Marie-Ève, je te vois aller dans la conversation. Le Stellarium Web, c'est un bel outil pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel aujourd'hui. Là, vous pouvez voir quand la Lune va être visible de jour, par exemple, à une certaine heure à l'heure de votre classe, ou certaines des applications mobiles aussi là, en astronomie. Il y a plusieurs qui peuvent vous donner ça. Marie-Ève, as-tu d'autres choses à... Mais là, j'ai un petit doute là, que c'est Stellarium. En tout cas, tu pourras vérifier. Oui. Puis je voulais juste dire que je sais, Julie, t'aime beaucoup quand on parle de cette vidéo-là, qui est une vidéo que tu avais enregistrée il y a quand même un petit bout de temps sur les phases de la Lune. Donc, si vous êtes incertain ou pas tout à fait à l'aise d'enseigner les phases de la Lune, ben, vous pouvez aller voir la petite vidéo de Julie qui se trouve sur la chaîne YouTube À la découverte de l'univers. Puis j'en profite pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de belles ressources sur la chaîne YouTube d'À la découverte de l'univers.
Bon, c'est ça, j'avais mis 3W qui n'était peut-être pas nécessaire dans le stellarium. Mais donc, cette vidéo-là, je pense que c'est ça. Bonjour. Alors, mais c'est pas une très longue vidéo, 6 minutes 30 pour vous rafraîchir les idées là, sur les phases de la Lune. On ne le fera pas aujourd'hui, mais ça peut être une très bonne manière là, de soit le regarder avec les élèves ou vous-même vous refamiliariser avec le concept parce que c'est pas évident hein, à visualiser les phases de la Lune. Si vous trouvez ça difficile, là, c'est normal. Là, c'est vraiment, ça demande une excellente vision en 3D. Puis moi, même avec un doctorat en astrophysique, ça reste quelque chose que je trouve difficile à faire, le visualiser. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette très belle ressource de Julie, puis à faire l'activité avec vos jeunes. Puis, dans le fond, à vous-même, peut-être, vous démêler là-dedans en faisant l'observation. Puis on s'était dit hein, qu'on mettait ces images-là juste pour dire très concrètement, là, à tous les mois, dans le fond, là, pendant le premier quartier de lune, on est capable de voir la lune dans le ciel vers la fin de la journée. Et un peu plus tard, dans le fond, 2 semaines plus tard, on va être capable de voir le dernier quartier dans le ciel, mais plutôt le matin. Donc, stellarium, c'est que Julie vient juste de donner la référence dans le clavardage, mais vous pouvez aller voir exactement là où vous vous trouvez. Vous pouvez voir le ciel tel qu'il est, tel qu'il sera et tel qu'il était. Donc, vous êtes capable de planifier comme ça vos observations. Si, par exemple, vous voulez faire un journal d'observation de la Lune et que vous voulez le commencer avec vos jeunes, bien, vous pourriez utiliser Stellarium Web pour planifier quand est-ce que ça pourrait être un bon moment, là, soit pendant le premier quartier vers la fin de la journée ou pendant le dernier quartier, les quelques jours du dernier quartier en avant-midi, aller faire une première observation avec vos élèves, puis comme ça, les démarrer un peu dans leurs observations. Donc, voilà. Une autre activité, Julie, qui était dans le module, puis que je pense que tu aimes beaucoup, hein, donc je te laisserai présenter. Oui, puis je vois en même temps une question de Sarah. Là, juste pour bien valider, Sarah, c'est bien les activités 3 et 4 de ce module-là. Là, j'imagine que vous parlez. Donc, c'était la lune de soir et la lune de jour. Présentement, il n'y avait pas de vidéo explicative qui modélisait les activités, mais ça a toujours été quelque chose comme dans ma wish list, qu'on dit que j'aurais aimé faire des petites vidéos plus, puis là, j'en prends en note. Mais je vous explique rapidement l'activité 4, la lune de jour. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand la lune est visible de jour dans le ciel, on peut sortir dehors avec une balle. Et là, les balles en styromousse qui se trouvent dans les magasins à 1 $, c'est excellent comme matériel pour ça parce que c'est mat. Et de la façon que ça va refléter la lumière du soleil, bien, on voit quand même bien la partie qui est éclairée par le soleil et la partie qui est non éclairée. Alors, si j'étais à l'extérieur, comme mon petit garçon ici, et que je tiens ma balle sous la vraie lune que je vois dans le ciel, donc je vois la lune dans le ciel, je tiens ma balle en dessous, ma balle lune, va être éclairée de la même façon que la vraie lune dans le ciel. Donc, dans l'image ici à l'écran, on voit que c'est comme un gros croissant, là, un peu de la lune. Et sur la balle, on voit la même fraction qui est éclairée, donc on voit la même phase sur la balle. Et ça, honnêtement, je l'ai fait au cégep. Je l'ai fait avec mes élèves au cégep, d'amener la balle dehors, et j'ai eu un peu des moments, là, là, je comprends. Parce que là, on dirait qu'ils voyaient vraiment que la Lune, c'est toujours une sphère, il n'en manque pas des morceaux. Et là, il y a une partie qui est éclairée, puis avec notre perspective, on voit juste la partie éclairée par le soleil. Et ça rendait ça très clair. Je vous suggère de l'essayer vous-même, par exemple, parce que ce n'est pas toutes les balles qui vont bien refléter la lumière du soleil. On s'entend, on est dehors sous le vrai soleil. On ne peut pas baisser les lumières pour rendre juste qu'il y ait vraiment le côté éclairé. C'est sûr qu'il va y avoir de la réflexion partout qui va éclairer l'autre côté de votre balle. Mais en général, là, avec quelques balles, ça se fait très bien. Puis ça, je trouve, c'est vraiment intéressant. C'est pas long, mais si chaque élève a sa balle ou en équipe, vous allez dehors puis vous reproduisez la phase de la lune sur la balle. Ça peut être un beau moment pour comprendre justement toute cette visualisation en 3D là, qui est nécessaire pour bien comprendre les phases de la lune. Et ça, moi, c'est une activité que j'aime beaucoup aussi. Je vous l'explique rapidement. Donc, la partie A, là, la demi à gauche, on imagine ici la petite fille, elle est dehors, elle pointe vers le soleil, disons, et elle pointe vers la lune. Encore une fois, quand les deux sont là, donc de jour, donc dans ce cas-ci, c'est le premier quartier, donc la petite fille peut pointer au soleil, pointer à la lune, et là, vous regardez l'angle entre vos deux bras. Donc, dans ce cas-ci, ça donnerait 90 degrés. Quand c'est 90 degrés entre vos deux bras, c'est un quartier de lune. C'est soit le premier quartier ou le dernier quartier. Si vous avez un angle aigu, ça va être un croissant de lune. Si vous avez un angle obtus, ça va être une lune gibbeuse, donc entre quartier et pleine.
Et là, hein, peut-être les profs, vous devez faire des liens avec les angles aussi. Ça peut être intéressant d'amener ça aussi comme discussion. Donc, mais ça, c'est un petit ajout, l'idée d'angle aigu ou obtus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, cet angle-là, si vous voulez visualiser le système Terre-Lune-Soleil vu de dessus, comme si on était dans l'espace. Et c'est comme ça souvent qu'on le voit dessiné dans les livres ou les cahiers d'apprentissage. Mais ce n'est pas évident de partir de voici ce que je vois dans le ciel et voici comment la Lune et le Soleil sont placés par rapport à la Terre présentement. Mais dites-vous que l'angle va être le même. Donc, si vous pointez les deux objets, et là, vous imaginez sur le dessus, donc la partie B du dessin, là, à droite, hein, bien, dans ce cas-ci, on a un angle de 90 degrés entre le Soleil et la Lune. Donc, on peut redessiner par la suite notre modèle Terre-Lune-Soleil avec l'angle qu'on a observé donc, en nos deux bras à l'extérieur. Donc, c'est sûr que là, ici, il y a vraiment un changement de perspective hein, de moi, ce que je vois dans le ciel à le point de vue extérieur. Mais j'imagine qu'avec des élèves, peut-être qu'au deuxième cycle du primaire, je ne suis pas sûre, j'irai jusque-là, mais les élèves plus vieux, un petit peu, ça peut être très intéressant à faire le lien, puis comprendre, bien, voici comment que le Soleil est placé aujourd'hui, la Terre et la Lune, et voici ce que nous, on voit dans le ciel, et c'est le même angle. Donc, je ne sais pas si ça a du sens pour vous dans votre tête, là, mais moi, j'adore cette activité-là. Et honnêtement, c'est comme ça, il y a plusieurs années que je me suis habituée à bien comprendre les phases de la Lune, voir comment ça changeait. Oui, on a de l'air fou quand on est dehors à pointer même dans le ciel, mais ça fonctionne très bien. Puis quand on le fait régulièrement, ça nous aide beaucoup à comprendre. Donc, pour vous en premier, puis ensuite, voyez si c'est quelque chose que vous voulez amener à vos élèves, mais pour vous aussi, pour bien visualiser les phases de la Lune, je trouve que c'est un truc qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, Julie. Et puis là, je vais continuer dans le fond avec la deuxième portion. Donc là, le module Lever les yeux vers le ciel, je dirais moi que c'est la base. Là. On doit, si on veut être un bon astronome, un bon scientifique en général, on doit apprendre à lever les yeux et à faire des observations régulièrement. Et puis, bien, le module des exoplanètes à l'école, sa genèse, en fait, c'est que ici, au Québec et au Canada en général, il y a beaucoup d'astrophysiciens, d'astrophysiciennes qui sont intéressés par les exoplanètes. Qu'est-ce que c'est ces bébites-là? Ce n'est pas des planètes qui n'existent plus, ce n'est pas des planètes habitables forcément. Ce que ça veut dire, exoplanète, c'est que c'est des planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire. Donc, depuis les années 90, on est capable de confirmer la présence de planètes autour de plein d'étoiles et on en connaît de plus en plus comme ça. Et en fait, on en connaît tellement aujourd'hui qu'on est capable de généraliser l'idée selon laquelle la plupart des étoiles qui se trouvent dans notre galaxie, par exemple, possèdent une ou plusieurs exoplanètes, donc possèdent des systèmes planétaires qui vont avoir certaines similitudes avec le système planétaire du Soleil, notre étoile, et qui vont être différents à certains égards du système solaire. Donc, le module qu'on est en train de développer, puis là, je dis « on » avec mes deux chapeaux. Hein. Au début, je vous ai dit que je travaillais à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, donc qui mène ce projet qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais aussi en collaboration avec À la découverte de l'univers, École en réseau et l'AESTQ. On est en train de développer des ressources pour le primaire et le secondaire, spécifiquement pour le personnel scolaire du Québec, mais qui va être généralisable là, à plein d'autres contextes. Et dans le cadre de cela, puis là, on est en plein milieu, hein, donc il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui ne sont pas faites. On a développé la toute première activité qui a été testée dans le temps des fêtes qui vient juste de passer et on prévoit la refaire l'année prochaine. Donc, entre le mois de novembre et le mois de janvier, on met au défi tout le monde, les petits et les grands, à explorer le ciel avec nous. Donc ça, c'est vraiment dans la continuité là, du module Lève les yeux. On veut vraiment, en fait, encourager les jeunes et leurs enseignants à observer le ciel. Et puis, pour ça, on propose une certaine quantité d'observations, des observations qui sont possibles de faire sans instrument, c'est-à-dire pas besoin de paires de jumelles ou encore moins là, de télescope, des observations donc, qui se font à l'œil nu. La très grande majorité, même en ville, donc moi je suis à Montréal ici, là, puis la plupart de ces observations-là, je peux les faire quand le ciel est dégagé, donc quand la météo coopère. Et puis, ben, c'est un peu fait de la manière
de manière un peu comme ludique, là, pour que ce soit comme un genre de bingo. Donc, pour chaque observation, on leur demande de dessiner un petit quelque chose ou de répondre à une question, puis de cocher. Donc, on essaie de répondre au plus de questions possible. Puis, à travers cette activité-là, nos objectifs, ben, c'est réaliser ce qui est visible dans le ciel le jour et la nuit, donc la Lune dans ses différentes phases, observer le coucher de soleil, à quelle heure, hein? On fait ça autour du temps des fêtes et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un moment de l'année près du solstice d'hiver où le soleil se couche très tôt. Donc, même avec les plus jeunes, les tout petits, c'est possible de faire des observations avec un ciel assez noir. Donc, par exemple, cette année, on avait Jupiter, Saturne et Vénus dans le ciel en même temps. C'était magnifique. Très beau spectacle. L'année prochaine, on va sortir une nouvelle feuille avec d'autres défis. Donc, si vous voulez le mettre déjà à l'agenda, la feuille de 2022-2023 n'est pas prête, mais inscrivez-vous à l'infolettre dans la découverte de l'univers ou suivez nos activités de manière générale. Et puis, vous pouvez le mettre là, à votre planification de l'année prochaine. Entre novembre et janvier, on va refaire cette activité-là. Puis, un peu pour amener le côté exoplanète, bien, à chaque fois qu'il y a une petite observation, bien, on va faire, on a du contenu qu'on vous partage qui amène un peu la connexion. Donc, quand on parle des phases de la Lune, bien, on va parler un petit peu des exolunes. Donc, on se doute qu'il existe aussi que les exoplanètes, les planètes en dehors de notre système solaire, possèdent aussi des satellites naturels qu'on peut appeler des exolunes. Et on en parle un petit peu. Donc, à chaque fois que les jeunes font une observation très concrète dans leur ciel, ben, ils peuvent prendre des photos, ils peuvent remplir leurs feuilles, mais ils peuvent aussi en apprendre un petit brin sur les exoplanètes. Un domaine dans lequel moi et mes collègues, entre autres, j'ai même pas dit, là, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, on est en fait, j'ose le dire parce que maintenant, c'est plus mes collègues que moi, là, mais on est vraiment des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche sur les exoplanètes. Donc, c'est très chouette d'amener ça aussi aux jeunes. Non seulement c'est le fun, tu peux faire ces observations-là, mais en plus, il y a des chercheurs d'ici, du Québec, du Canada, qui s'intéressent à ces sujets-là puis qui nous font avancer. Donc, on vous fournit beaucoup de choses, la feuille du défi, la description de l'activité, on ne la voit pas ici, mais avec les liens, avec le programme de formation de l'École québécoise. Puis bon, si vous n'êtes pas au Québec ou si vous n'êtes pas dans un contexte scolaire, bien, ça peut être intéressant quand même de voir là, quels objectifs entre le Québec et le reste du Canada. Il y a quand même beaucoup d'objectifs communs, donc ça peut être intéressant. Une petite vidéo d'introduction à montrer à vos élèves, des fiches d'observation, c'est-à-dire pour chacune des observations, là, on vous donne plus de trucs là, sur quand l'observer et puis de quoi c'est supposé avoir l'air. Donc, on se sert pour ça de Stellarium, dont on vous a parlé un peu plus tôt. Et le contenu sur les exoplanètes se trouve dans des petites capsules d'informations, donc des courts textes sur chacune des observations qui peuvent aider vos élèves à approfondir le sujet. Évidemment, il n'y a rien de tout ça qui est obligatoire. Hein. Vous pouvez prendre la documentation puis arranger ça à votre façon, mais nous, c'est comme ça qu'on le propose. On a eu des très beaux témoignages de personnes qui l'ont fait l'année dernière, beaucoup d'informations, c'est très clé en main, c'est une activité où les jeunes apprennent beaucoup, il y a beaucoup de « Ah, ouais, ça, c'est une planète dans le ciel », puis les capsules d'information aussi qui sont vraiment une manière d'aller chercher encore plus de contenu, que vous n'avez pas besoin d'aller grappiller partout sur Internet, qui est déjà tout packagé, du mot français packagé, qui est tout mis dans un bel ensemble pour vous. Là. Donc, ça, c'était la première activité. La deuxième activité qu'on a testée, c'est une activité qu'on appelle système planétaire extraterrestre. Là, je veux juste dire, c'est pas nous qui avons inventé cette activité-là, elle existait bien avant nous, mais on l'a un peu étendue. Donc, l'objectif, donc vous voyez deux dessins très imparfaits de notre système solaire. Et je ne critique pas la NASA ou l'Agence spatiale européenne qui ont fait ces dessins-là. C'est à toute fin pratique impossible de représenter notre système solaire avec notre étoile, le Soleil et ses 8 planètes et tout le reste dans une illustration qui serait réaliste parce que les planètes sont trop petites comparées à la distance immense qui les sépare. Donc, généralement, on va choisir un genre de compromis qui nous permet de voir les orbites, donc les trajectoires des planètes, de manière plus ou moins réaliste, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu partout autour du Soleil à tout moment, ils ne sont pas parfaitement alignés. Ou on va choisir de montrer les tailles à l'échelle, comme un peu sur l'image de la NASA, où là, on voit par exemple là, que la planète Mars est beaucoup plus petite que la planète Jupiter, mais là, ça peut donner la fausse impression que toutes les planètes sont alignées, ce qui arrive jamais.
Et puis, ce n'est pas une représentation qui est réaliste par rapport aux distances qui séparent les objets. Donc, pour ça, nous, on va vous suggérer d'aller à l'extérieur pour faire un modèle à l'échelle. Parce que oui, vous avez besoin d'être à l'extérieur, vous avez besoin de tout cet espace à l'extérieur que vous pouvez aller chercher pour faire un modèle qui est plus réaliste de notre système solaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réaliser l'immensité du système solaire, la taille relative des objets, en réalisant un grand modèle à l'échelle à l'extérieur. Et puis après, on va comparer d'autres systèmes planétaires. C'est un peu comme un bonus. Hein? Si vous êtes dans les premiers cycles du primaire, c'est peut-être pas là-dessus que vous allez mettre l'accent, mais peut-être que si vous êtes avec des jeunes un peu plus vieux, bien oui, le système solaire, peut-être qu'ils l'ont déjà vu, peut-être que de le vivre dans un modèle à l'échelle, ça va les aider à vraiment mieux comprendre les distances immenses là, qu'implique l'espace. Mais après, on peut comparer avec d'autres systèmes planétaires, avec des exoplanètes, d'autres étoiles qui possèdent leur propre système planétaire, puis voir que c'est vraiment pas toujours pareil. Donc, pour cette activité-là, encore une fois, bien, on fournit la description de l'activité, je ne l'ai pas écrit, là, mais on a fait les calculs pour vous. Donc, on a réduit notre Soleil à la taille d'un ballon de basketball et puis on vous a écrit là, dans des fiches qu'on ne voit pas ici, mais qu'on voit juste là. On vous a écrit, dans le fond, dans le modèle, ça correspondait à quelle grosseur pour les objets et aussi à quelle distance les uns des autres ils se trouvaient. Et on vous suggère même là, des objets de la vie courante qui peuvent être utilisés pour représenter les différents objets. Donc, si, par exemple, le Soleil était réduit à la taille d'un ballon de basket, eh bien, même Jupiter serait seulement de la taille d'un raisin. Et puis, la Terre, bien, c'est une toute petite graine de coriandre, là, vous savez, avant que ça soit moulu. C'est tout petit. C'est peut-être une tête d'épingle, c'est plus facile à visualiser. Et puis, sur le site d'À la découverte de l'univers, si jamais vous n'êtes jamais allé sur cette page-là, c'est très intéressant. Ça se trouve dans l'onglet Ressources sur le site d'À la découverte de l'univers. Vous pouvez en fait choisir la taille. Donc, si vous vous dites, bon, moi, je ne veux pas la taille d'un ballon de basket, je veux, je ne sais pas pour quelle raison, la taille d'un autobus, bien, vous pouvez aller le remplir là, sur le site d'À la découverte de l'univers. Et puis, vous pouvez même le visualiser dans votre quartier. Donc là, je l'ai fait autour d'un point qui est près de chez nous. Mais vous pouvez le faire autour de votre école, par exemple. Donc, c'est Julie, je vois qu'elle a mis le lien dans le clavardage. C'est vraiment un outil qui est précieux. Et encore une fois, vous allez avoir des petites capsules d'informations, on les voit ici. Vous allez avoir des fiches vierges comme ça que vos élèves peuvent remplir à partir des informations qui se trouvent dans les tableaux pour amener à l'extérieur. Si vous n'avez pas le goût d'utiliser des choses qui sont comestibles, là, comme des grains de pavot, de la coriandre, ou que vous n'avez juste pas le temps d'aller à l'épicerie, vous pouvez prendre de la pâte à modeler, hein, puis aller mesurer. Ça fait une très belle activité d'ailleurs de mathématiques. Donc, aller pour certains niveaux, là, mais allez vraiment mesurer là, si les petites boules sont à la bonne grosseur, étant donné l'échelle que vous avez choisie. Puis juste pour vous donner une petite idée, le système de TRAPPIST 1, c'est une étoile qui est très petite, beaucoup plus petite que le Soleil. Donc, à cette échelle-là, l'étoile TRAPPIST 1, le Soleil, on se souvient, c'était un ballon de basketball. Eh bien, TRAPPIST 1 serait grosse comme un raisin. Donc, on ne parle pas d'un raisin sec quand même, mais quand même un raisin. Donc, c'est vraiment une étoile qui est beaucoup plus petite. Et vous voyez qu'autour de l'étoile TRAPPIST 1, on connaît 7 planètes et elles sont toutes à peu près grosses comme la Terre. Vous voyez là, qu'avec la précision que j'ai, là, ça donne que c'est toutes 2 mm à peu près. Ce système-là, on est vraiment très emballé par ce système parce que c'est comme s'il y avait 7 terres là, autour d'une toute petite étoile. C'est d'ailleurs un des systèmes qui va être étudié le plus par le télescope spatial James Webb. Si ça vous intéresse, là, assurez-vous de suivre la page Facebook de l'IREX, le site de l'IREX, IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, parce qu'il y a plein de belles découvertes qui vont sortir sur ce système planétaire-là. Mais vous voyez que ce système-là, à la même échelle, bien, il se fait tout sur une table, grosso modo. Donc, la plus lointaine planète est à 162 cm, donc un peu plus d'un mètre, du petit raisin. Donc, ça peut être intéressant comme ça de voir en perspective là, comment les autres systèmes sont tout à fait différents. Dans la présentation, vous allez voir un autre exemple où là, c'est complètement l'inverse. Vous ne pourriez pas le marcher là, dans votre quartier parce que c'est beaucoup trop étendu.
J'ai oublié de dire que pour le système solaire, si vous voulez le faire au complet, il faut quand même que vous gardiez pas mal de temps, une longue période, là, plus que pas 1 heure. Là. Vous avez quand même besoin de beaucoup de temps. Ou bien vous faites juste jusqu'à Jupiter ou jusqu'à Saturne, puis vous dites, bon, ben les autres, ils auraient été encore plus loin, mais ça marque l'esprit de le faire au complet, puis on le sait parce qu'on a travaillé avec, ça c'était mon autre système, on a travaillé avec des jeunes qui l'ont fait au complet. Il y en a même qui ont été faire un système à l'échelle dans leur quartier et qui ont laissé les artefacts, là, ils ont ajouté de l'information. Je sais que cette classe-là en particulier était très excitée là, parce qu'ils avaient perdu Neptune et Uranus, puis là, ils les ont retrouvés. Puis donc, en tout cas, ça a été comme une belle façon de vraiment bien comprendre le système solaire. Et ça, c'est vraiment à l'extérieur que ça se passe. Si ça vous intéresse, là, les ressources qui se trouvent dans le module des exoplanètes à l'école, ce n'est pas seulement des activités à faire à l'extérieur, mais si vous voulez être au courant de tout ce qui va être créé comme contenu, on est en train de le faire maintenant, je vous invite à aller vous inscrire sur ce formulaire-là. On va même vous inviter là, à vous inscrire si vous voulez tester des activités. Puis si vous voulez, ou si vous voulez juste, par exemple, être tenu au courant puis recevoir les activités une fois qu'elles vont être faites, c'est aussi possible sur ce site-là. Et là, je vais passer rapidement à une activité qui se trouve dans le module AstroArt. Donc, ça, c'est un autre module. On est rendu à la 3e des 4 grandes catégories d'activités. C'est un module qui est vraiment en préparation. Et notre objectif avec ce module-là, c'était vraiment d'aller chercher les arts comme moyen de travailler des éléments d'astronomie, puis dans le fond, d'un peu mélanger les deux. Puis je pense qu'un objectif aussi qui est un peu... donc ça, c'est vraiment des activités qui se font bien dans un cadre parascolaire, par exemple, mais ça peut aussi très bien se faire dans les écoles. Mais dans le fond, c'est un peu pour que les jeunes s'approprient les connaissances astronomiques. Et puis, je pense que d'après mon expérience, c'est des projets qui peuvent parler beaucoup à des publics qui ne sont peut-être pas intéressés typiquement par les activités scientifiques. Donc, vous le savez, dans vos groupes, il y en a toujours qui sont vendus d'avance. Si ça parle d'astronomie, si ça parle d'espace, si ça parle de sciences, ils sont là, ils sont fidèles au poste, ils lèvent leurs mains aux 46 secondes. Eux autres, vous les avez. Mais des activités qui vont être plus multidisciplinaires, comme ça peut vous permettre d'aller toucher comme ça un peu plus de jeunes puis amener un petit peu de science dans leur vie. Peut-être pas en faire des scientifiques, ou peut-être que oui, mais quand même aller piquer leur intérêt de manière différente. Puis, ben moi, ça, c'est une cause qui est très chère à mes yeux parce que je pense fermement que la science appartient à tout le monde. Les merveilles de l'univers appartiennent à tout le monde. Donc, que la personne se sente appelée par une carrière de science, ben ça, c'est vraiment super, c'est génial. Si on est capable d'aller chercher des gens qui viennent d'une grande diversité, je suis ravie, mais pour tout le monde, je pense que ça devrait faire partie de la vie et les sciences. Donc, voilà, c'était mon petit éditorial. Et cette activité-là, Galaxie Nature, bien, c'est une activité qu'on a conçue parce qu'on était très inspirés par l'idée de faire du land art, donc des arts, je ne me souviens plus du terme en français, mais c'est donc un courant artistique, et là, je ne suis pas du tout spécialiste, là, qui consiste à faire de l'art avec des éléments de la nature. Et je pense que l'art éphémère, merci beaucoup, Muriel. Je pense que plusieurs vous l'utilisez déjà dans vos enseignements, pas nécessairement en sciences, là, dans toutes sortes de matières ou juste carrément en art, mais on trouvait que c'était une façon très puissante d'aller amener des concepts qui étaient très abstraits. Donc, on voulait l'utiliser pour parler en particulier de notre galaxie. Donc, il existe cette confusion entre les mots d'astronomie. Tout ça, ça se passe dans l'espace. On ne le voit pas. On n'a pas nécessairement de contrôle. On ne le voit pas. Ce n'est pas très concret. Donc, ça arrive très souvent, même chez les adultes, de confondre notre système solaire avec notre étoile, le Soleil et ses planètes, et la galaxie qui contient des centaines de milliards d'étoiles et dont on connaît maintenant beaucoup mieux la forme grâce à nos observations avec les télescopes, avec des connaissances qui ont vraiment progressé au fil des dernières années. On sait maintenant que ça ressemble à peu près à mon image de gauche, une magnifique spirale. Donc, la forme est très attrayante aussi. Dans le fond, ce que vous voyez, là, c'est dans le fond partout où est-ce que c'est plus brillant, mais c'est parce qu'il y a plus d'étoiles là. Et vous pouvez voir la position de notre système solaire, mais on ne le voit pas, avec certains éléments là, qui forment notre galaxie. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va inviter les jeunes à réviser s'ils connaissent les mots de vocabulaire sur
sur l'espace, c'est quoi une planète, c'est quoi une étoile, c'est quoi une galaxie, c'est quoi la différence entre ces choses-là. Ensuite, on va les amener à découvrir de quoi a l'air notre galaxie et comment on a su qu'elle a l'air de ça. Puis on a été capable d'en faire une magnifique représentation artistique, hein, parce qu'il n'y a personne qui est sorti de notre galaxie pour prendre cette photo-là. C'est beaucoup trop loin. Et puis ensuite, bien, ils sont invités à amener ça à l'extérieur pour reproduire notre galaxie à l'extérieur. Donc, voici des exemples de réalisation. Là, j'aurais aimé ça mettre celle où est-ce que les jeunes ont carrément fait la galaxie avec leur corps, donc ils se sont couchés en forme de spirale. Ça peut vous permettre vraiment bien d'évaluer la compréhension de vos jeunes en sciences. Vous pourriez aussi décider de l'utiliser vraiment plus comme une évaluation en art. Ça peut vous permettre aussi de voir un peu leurs compétences. C'est ça qu'on avait un enseignant là, qui disait, oui, d'accord, c'est possible d'évaluer avec cette activité-là, mais en plus, on voit un peu comment ils travaillent en équipe, puis comment ils vont concevoir leur œuvre, qu'est-ce qu'ils vont être capables de dire là-dessus. Donc, c'est très, très riche de voir les jeunes. Puis, je trouve que c'est ça, c'est un des objectifs qu'on avait, puis j'étais contente de le voir dans les témoignages. C'est une belle façon de pouvoir manipuler la galaxie, qui est un concept très abstrait pour les jeunes. Donc, vous voyez ici que ça a été fait là, à tous les cycles du primaire, puis ça a aussi été fait au secondaire. Une des personnes qui l'a fait, c'était en or, carrément. Donc, et là, on voyait beaucoup plus de liberté autour du concept de la galaxie, mais moi, je trouve que c'était quand même une très bonne façon de s'approprier puis de se localiser aussi dans l'univers. Donc, les jeunes apprennent un peu notre adresse cosmique. Là. On est sur la planète Terre, dans le système solaire, dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Donc, ça peut vraiment aider les jeunes à savoir leur place dans l'univers. Et je termine nos idées d'activité en parlant brièvement d'éclipses. Donc, je pense que l'extérieur, c'est vraiment l'endroit pour parler d'éclipses parce que oui, bien sûr, on peut montrer des schémas comme ça pour faire comprendre le concept des éclipses. Moi, j'utilise souvent là, un bon vieux globe terrestre et pour faire un modèle à l'échelle. Donc, à l'échelle, ici, là, une balle de baseball ou, vous savez, les balles de sécheuse là, qui sont maintenant possibles d'acheter pas mal partout, c'est à peu près la bonne taille pour la Lune. Puis d'encourager les jeunes à nous dire « Ah, mais tu penses que ce serait à quelle distance? » Donc, pour essayer de faire un modèle qui soit vraiment à l'échelle du système Terre-Lune. Puis si on le fait à l'extérieur, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut utiliser le vrai Soleil pour pouvoir compléter l'ensemble. Et puis, ce que je voulais... Pourquoi je voulais absolument... c'est Julie là, qui m'a rappelé, il faut absolument qu'on parle d'éclipse parce que le 8 avril 2024, il va y avoir une éclipse solaire totale dans le sud du Québec. Puis là, si on vous en parle, c'est parce que ce n'est pas quelque chose de banal. Donc, vous avez peut-être déjà entendu « Ah oui, mais il y en a eu une éclipse il y a quelques années. Il y en a eu une éclipse quand j'étais petit. Il y en a eu une éclipse. » Il y en a eu, mais la dernière éclipse solaire totale, par exemple, sur la ville de Montréal, c'était en 1932. Donc, oui, il y a eu une éclipse partielle ici, là, dans le sud du Québec en 2021, en juin. Vous l'avez peut-être vu. Elle était annulaire dans le nord du Québec. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, là, Julie avait fait un super beau projet avec des classes qui se trouvent vraiment dans le nord du Québec et de l'Ontario. Il y en a eu une autre en 2017 qui passait sur les États-Unis, donc elle était totale aux États-Unis, mais on pouvait la voir partielle ici au Québec. Mais vraiment, pour avoir une éclipse totale, là, ça remonte beaucoup. Puis là, c'est là où est-ce que là, il faut faire la différence. Hein? Les éclipses de soleil, bien là, il faut protéger nos yeux parce que ce qu'on regarde, c'est le soleil. Alors que des éclipses de lune qui arrivent un peu plus souvent, là, il n'y a aucun danger de regarder parce que là, c'est la lune qu'on regarde. Peut-être rappeler là, les notions de sécurité, du fait qu'il ne faut jamais regarder le soleil directement. Notre corps est bien fait. On n'a pas tendance à regarder le soleil directement n'importe quelle journée de l'année où le soleil est normal, si on veut. Mais ce serait dangereux aussi de le fixer là. Aujourd'hui. Ce serait très dangereux de le faire et tous les autres jours, ce serait dangereux de le faire. Mais lors d'une éclipse, quand la Lune vient se placer entre nous et le soleil, bien là, il se passe quelque chose avec le soleil. Et puis, même si une petite partie du soleil est cachée, ça reste beaucoup trop d'énergie pour vos pauvres petites rétines qui peuvent carrément cuire pendant si vous fixez trop longtemps une éclipse. Puis, vous voyez cette magnifique image qui a été prise par un astronome amateur
avec de l'équipement spécialisé, évidemment, là, mais pendant une éclipse totale, la Lune va recouvrir parfaitement le disque du Soleil et on va être capable de voir des protubérances. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu d'éclipse totale. En 2017, j'organisais l'événement pour regarder l'éclipse partielle à l'Université de Montréal. En 2021, bon, c'était la pandémie, on n'a pas fait de gros événements, mais j'ai eu la chance de regarder ça avec mon fils. Donc, en 2024, je compte bien la regarder. Mais je voulais dire que oui, à l'extérieur, c'est vraiment un bon endroit pour en apprendre plus. Vous voyez ma fameuse balle de sécheuse. Il y a aussi des toutous là, qui peuvent être super intéressants, clairement avec les plus jeunes pour dire OK, comment ça fonctionne. Mais moi, je les utilise même avec les plus vieux, deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire. Tout le monde aime les toutous, on dirait. Ils ne vont pas le dire nécessairement, là, mais tout le monde aime les toutous. Puis, tu sais, je leur fais faire, admettons, il y en a toujours un qui me dit, ben oui, moi, je comprends, c'est quoi? OK, ben parfait, tu vas être le réalisateur. Toi, tu vas être le soleil. Toi, tu vas être la Terre. Puis, montre-moi comment ça bouge. Puis, toi, tu vas être la Lune aussi. Montre-moi comment ça bouge, tout ça. Puis, ça nous permet vraiment de visualiser. Donc, un tient le soleil, l'autre tient la Terre, l'autre tient la Lune. Puis, plus ils sont vieux, plus ils sont capables de reproduire le mouvement de manière fidèle. Alors que pour les plus jeunes, là, c'est franchement tout un exploit d'être capable déjà juste de tourner autour du soleil. Puis là, s'il faut qu'ils tournent sur un même en même temps, là, on vient d'atteindre pas mal leurs limites. Donc, vous pouvez voir selon l'âge des jeunes, juste faire un modèle du trio, là, ça peut déjà être extrêmement riche, puis le faire à l'extérieur, ça l'est encore plus. Il y a ce petit kit-là que vous pouvez acheter sur le site web de... je me souviens même plus, c'est le Astro Society, donc c'est un groupe qui fait justement de la vulgarisation, là, Society of the Pacific, c'est juste le A, je ne suis pas certaine, American Society of the Pacific, Astronomical Society of the Pacific. Astronomical Society of the Pacific. Merci beaucoup, Julie. Donc, c'est des petits modèles pour faire des modèles un peu plus petits. Donc, oui, c'est le fun avec un gros globe, mais pour travailler directement avec le soleil, le vrai soleil, bien, ce modèle-là est idéal. Donc, vous pouvez le faire avec un mètre que vous avez dans vos classes, mais vous pouvez aussi le faire avec ces petits mètres pliables là, qui sont faciles à transporter puis qui s'achètent en kit sur le site de l'ASP. Mais franchement, vous n'avez pas vraiment besoin là, d'aller acheter le kit. C'est plus si vous voulez vraiment avoir des kits que vous pouvez transporter facilement, mais vos mètres que vous avez dans vos classes sont parfaits. Puis, c'est une petite boule. C'est Julie qui m'avait donné ce conseil-là. Ça s'achète n'importe quel magasin à 1 $. Puis là, j'avais demandé à des jeunes de me le dessiner pour que ça ait l'air de la Terre. Et puis, ça, c'est des petites boules qui ont 2,5 cm de diamètre, donc 1 pouce. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de donner de la pâte à modeler aux jeunes puis de leur demander la Lune, elle serait grosse comment à l'échelle. Et puis, ben, finalement, ils vont probablement être capables de vous faire une Lune, puis après ça, de leur demander, ah, bien, ça serait à quelle distance? Puis c'est toujours beaucoup plus loin qu'ils imaginent à la base. Donc, c'est à peu près presque le mètre au complet. 75 cm pour avoir un modèle à l'échelle. Et puis, avec ce modèle-là qui est beaucoup plus réaliste, hein, qui respecte là, la taille et la distance, bien là, vous allez être capable de les laisser expérimenter pour faire les fameuses éclipses. Puis, c'est très difficile, en fait, d'aligner les trois pour que ça tombe parfaitement. Donc, ça peut leur permettre vraiment de conscientiser pourquoi il n'y a pas souvent des éclipses. C'est parce qu'il y a une histoire d'alignement qui est très, très... un aliment très, très fin qui doit avoir lieu pour que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas, Julie, si tu voulais ajouter un petit quelque chose sur les éclipses que je n'aurais pas mentionné. Je sais que toi aussi, tu l'as souvent animé, cette activité-là. Oui, mais compte tenu de l'heure, non, je pense que tu as très bien fait ça, parce qu'on arrive à 5 heures là, déjà. Donc, mais je pense que c'était pas mal la fin, Marie-Ève. Hein? Oui, c'est vraiment la fin maintenant. Ah, je voulais juste mentionner, si vous n'êtes pas super à l'aise par rapport aux éclipses, bien moi, l'année dernière, j'avais eu la chance d'aller animer cet atelier-là à l'extérieur à l'école de mon fils, puis COVID aidant, je n'avais pas pu le faire pour toutes les classes pour lesquelles je m'étais engagée. Donc, je m'étais enregistrée en train d'animer l'atelier. Je m'étais enregistrée à l'intérieur, mais c'est un atelier que j'avais animé à l'extérieur. Donc, si pour vous, là, c'est vraiment tout un peu flou, cette histoire-là, bien, vous pouvez voir là, vidéo par vidéo de quoi ça peut avoir l'air, l'animation, pour faire un modèle, ensuite le ramener à l'échelle, puis ensuite mieux comprendre les éclipses. Ça, c'était dans le cadre de l'éclipse du 10 juin de l'année dernière, mais vous pourriez compléter là, pour les informations pour la prochaine éclipse qui s'en vient en 2024. Donc, voilà, on arrivait dans le fond à la portion où vous réfléchissez à tout ça. Puis moi, j'aurais le goût de vous demander, on va arrêter l'enregistrement bientôt pour permettre à tout le monde de s'exprimer, mais
une des questions que j'aimerais vous demander, c'est laquelle de ces activités-là vous auriez le goût d'essayer et pourquoi? Et puis laquelle peut-être vous aimeriez ça, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, peut-être vos impressions par rapport aux activités, puis aussi surtout comment ça vous parle là, pour votre réalité à vous? Comment vous vous imaginez être en train de faire ces activités-là? Puis peut-être qu'est-ce qui vous manquerait pour rendre ces choses-là concrètes? Dans les autres réflexions qu'on voulait vous demander, mais vous, qu'est-ce que c'est vos raisons qui vous poussent à aller dehors? On en a nommé au début, mais je suis sûre que vous avez vos bonnes raisons. Est-ce que vous avez peur de sortir? Je sais qu'au niveau de la gestion de classe, c'est certainement un défi. À l'école de mon fils, c'est des championnes de la gestion de classe à l'extérieur. Puis je suis ravie d'avoir Muriel avec nous parce qu'elle, c'est vraiment une spécialiste qui est vraiment là, mais vous, peut-être que vous n'en avez pas de spécialiste à votre école qui peut vous chapeauter là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est vos obstacles qui vous empêchent de sortir? Puis je suis certaine qu'il y a des belles ressources sur le web pour, par exemple, l'habillement. Ah, mais là, moi, je ne peux pas sortir en plein hiver, mais allez voir. Parce que moi, je sais que l'école à mon fils, là, en plein hiver, l'année passée, il sortait 2 fois par semaine en maternelle. C'était vraiment extraordinaire. Et puis aussi, avez-vous des bons coups, des expériences à partager, d'autres activités que vous trouvez intéressantes? Vous pouvez nous écrire pour nous en parler ou juste réfléchir à ça par vous-même, en parler avec vos collègues, puis faire vivre ça. Voilà. Donc, moi, ça serait la fin. Et merci, Marie-Ève. Ce que je vais faire, là, je vais arrêter l'enregistrement. Puis ceux qui sont en ligne, je vous ai donné la permission d'ouvrir vos micros. Donc, si vous voulez partager avec nous, ça nous ferait plaisir. Mais juste avant d'arrêter l'enregistrement, je tiens à remercier. Si vous avez écouté l'enregistrement jusqu'à la fin, merci beaucoup parce que je sais ce que c'est. Des fois, on se dit qu'on va l'écouter par la suite puis on ne se rend pas jusqu'à la fin. Hein. Donc, merci, vous avez écouté jusque-là.